Donc aujourd'hui, je vais vous parler de maternité lesbienne et de santé des femmes en Grande-Bretagne entre les années 70 et la fin des années 90. Je vais commencer par vous parler du militantisme lesbien de la fin du XXe siècle qui évolue au rythme d'un mouvement féministe qui grandit à l'échelle internationale. Donc les lesbiennes, elles se trouvent entre répression et invisibilité. Et dans les années 70 et 80, elles revendiquent leurs droits et leur identité, notamment en ce qui concerne leur accès à la parentalité. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une très brève histoire des maternités lesbiennes britanniques, à travers notamment une analyse de la circulation des savoirs profanes au sein des communautés lesbiennes et des lieux militants. Donc les maternités lesbiennes qui se développent en Grande-Bretagne dans les années 70 et 80, elles découlent de sociabilités féministes et féminines qui permettent notamment aux futures mères d'envisager et de mettre en place des nouveaux modèles familiaux. Au sein de groupes de réflexion qui sont souvent fondés et mis en place dans des lieux militants, comme des maisons des femmes, des women's centers en anglais, ou d'autres lieux de sociabilité ou de lieux militants féministes, on a de nombreuses pratiques de self-help qui se démocratisent et qui offrent aux femmes de nouveaux moyens de penser et vivre leur corps. Connaître son corps, ça devient un moyen de reprendre une forme de contrôle sur sa propre existence, et dans ces cercles militants naissent de nouvelles possibilités de penser la maternité. Donc je vais mentionner et parcourir brièvement quelques ouvrages qui ont été publiés à l'époque et qui vont nous montrer en quoi ces cadres militants deviennent des espaces politiques et intimes dans lesquels il devient possible de faire famille autrement et surtout de faire famille par soi-même. Dans cette intervention, je vais vous parler d'abord du mouvement de self-help en Grande-Bretagne, des manières dont les savoirs circulent notamment depuis les États-Unis jusqu'en Europe dans les années 70. Puis, dans une deuxième partie, je vous parlerai des lieux militants et de leur rôle dans l'évolution de la maternité lesbienne à la fin du XXe siècle, avec des lieux féministes qui servent de point d'ancrage pour certains groupes lesbiens. Et dans cette seconde partie, il s'agira notamment d'envisager les différentes formes que prennent les maternités lesbiennes à la fin du XXe et de penser les pratiques de procréation lesbienne. Donc, pour commencer par le mouvement de self-help, donc il est lancé en 1969 à Boston, aux États-Unis, pendant une conférence féministe. Donc Lucille Ruault le décrit comme une démarche collective de prise de pouvoir de leur corps par les femmes qui passe par la remise en cause du pouvoir médical et de ses protocoles, par l'investigation pratique, la collecte et l'élaboration collective de savoir et de savoir-faire, par la lutte contre l'ignorance des femmes de tout ce qui concerne leur propre corps et contre les inégalités d'accès à la santé. Donc là, on a le début du mouvement de self-help qui commence et cette idée de reprendre le contrôle sur son corps, notamment en apprenant à le connaître quand on est une femme. Quand je parle de catégories féminines dans cette intervention, ça va être des catégories qui sont cis-féminines. Il n'y a pas particulièrement de femmes trans dans les questions que j'aborde. Donc plus tard, en 73, donc 4 ans plus tard, on a la première édition de Our Bodies Ourselves, qui est un ouvrage écrit par un collectif féministe bostonien, celui qui avait organisé la conférence quelques années plus tôt. Donc c'est un manuel qui traite de la santé des femmes, de l'apprentissage de soi et de la compréhension du corps cis-féminin dans un cadre plus rassurant que celui qui est offert par le corps médical. Parce qu'on a une méfiance qui s'opère entre les femmes et le corps médical à cette époque-là. Donc des pratiques telles que l'auto-examen gynécologique se développent un peu partout. Donc qu'est-ce que l'auto-examen gynécologique, me direz-vous ? C'est se munir d'un miroir, d'une lampe torche, d'un spéculum, et c'est tout simplement, seul ou en groupe, s'examiner le col de l'utérus. Donc grâce à cet ouvrage qui se démocratise, il devient accessible à toutes les femmes de s'auto-examiner et de connaître plus en détail leur appareil reproductif. Par exemple, on a un des chapitres au début qui offre une analyse très détaillée du système reproductif, encore une fois cis-féminin. On a des schémas qui montrent les différentes parties externes et internes de la vulve, mais aussi des schémas sur les différents stades que traverse l'endomètre pendant un cycle. Donc voilà, c'est énormément c'est un guide très détaillé. Donc ce guide, il permet notamment des expérimentations qui sont menées par des femmes qui souhaitent mieux connaître leur corps
Et donc ça se déroule généralement au sein de sessions de groupes qu'on appelle des groupes de consciousness raising. Donc ce sont des ateliers qui se déroulent souvent, encore une fois, dans des lieux féministes et dans des lieux féminins, donc dans des centres de femmes, parfois chez les militantes elles-mêmes. Et on y pratique l'auto-examen, on y partage des expériences personnelles, et c'est tout un travail de déconstruction qui s'enclenche et qui fait de l'intime une revendication politique. Donc les deux idées principales de ces ateliers de sensibilisation vont être de repenser son rapport au corps médical, avec un décloisonnement et une démocratisation des savoirs médicaux. Donc là, il s'agit de connaître son corps, d'apprendre à comprendre le langage médical et d'être capable de poser des questions lors de consultations, par exemple. Donc c'est reprendre le dessus sur son corps par les connaissances. Et le deuxième point, ça va être d'apprendre un nouveau rapport à la sexualité et de notamment dédramatiser le désir et le plaisir féminin et dépasser ce sentiment de honte qui est inculqué aux femmes. Donc comment ce mouvement qui part des États-Unis va jusqu'en Grande-Bretagne ? Donc on a dans les années 70 une série de conférences qui prennent place dans 8 pays d'Europe différents où des féministes bostoniennes et états-uniennes viennent présenter notamment l'auto-examen gynécologique. Elles viennent présenter les méthodes et il s'agit dans ces conférences d'effectuer une transmission tout simplement de leurs connaissances sans hiérarchie. Donc l'idée c'est de créer un rapport d'égal à égal entre les femmes par rapport à leur corps. Donc où se trouve le lesbianisme dans ce mouvement du self-help ? Dans Our Bodies Ourselves, la maternité lesbienne est mentionnée, mais on ne parle que des mères ayant eu des enfants dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Donc à ce moment-là, au moment où le livre est publié, l'insémination artificielle dont je vais vous parler plus tard et l'adoption pour les couples de même sexe ne sont pas pratiquées massivement. Et donc il faut attendre quelques années tout simplement pour trouver des ouvrages qui détaillent les étapes de ces conceptions hors normes. Et c'est bien là l'importance du mouvement de self-help dans la prise d'ampleur du mouvement lesbien. Donc encore une fois, Lucille Quéré écrit que le self-help est investi comme une ressource pour contrer le désintérêt militant pour les questions de santé. Il invite les militantes à interroger à la fois l'invisibilisation des problèmes lesbiens dans la prise en charge gynécologique et la médicalisation croissante de leur santé à travers la montée en puissance du cadre préventif. Donc l'idée, c'est que le self-help devient un enjeu du mouvement lesbien, alors qu'il est assez largement associé à des luttes hétérosexuelles, notamment on pense aux luttes pour l'avortement libre, mais il est investi comme une ressource par les réseaux militants lesbiens pour penser la spécificité de la santé des femmes lesbiennes. Donc pour donner un exemple en lien avec notre thème de la maternité lesbienne, dans les années 80, au début des années 80, Lisa Saffron, mère lesbienne et militante vivant au Royaume-Uni, publie plusieurs ouvrages dont le but premier est de guider les femmes lesbiennes vers la maternité, sans avoir à s'infliger de rapports sexuels avec un homme. Donc, dans son livre Challenging Conceptions, Lisa Saffron développe et détaille les différentes possibilités de maternité qui s'offrent aux femmes lesbiennes, qu'elles soient célibataires ou en couple. Donc cet ouvrage, il est très détaillé, il regorge de multiples conseils pratiques quant à la procréation via l'insémination artificielle avec donneur de sperme, dont je parlerai un petit peu plus tard, et on y trouve également de nombreux témoignages. Donc à ce moment-là, dans les années 80, la maternité lesbienne devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus tangible. Et ça, c'est grâce à la circulation des savoirs profanes qui sont liés à la santé des femmes et au mouvement du self-help. Donc pour partir un peu maintenant sur notre thème des lieux militants et des lieux d'intimité, je vais commencer par vous dire que ce serait très naïf de penser que les mères lesbiennes n'apparaissent que dans les années 70 et que les lesbiennes commencent à élever des enfants seulement dans les années 70. On a de nombreux témoignages de femmes lesbiennes qui ont par exemple attendu la mort de leur mari pour faire leur coming out ou qui avaient préféré qui avaient ressenti la nécessité de se conformer au schéma classique et donc qui épousaient un homme, avaient 2 enfants avec lui et plus tard parvenaient à divorcer. Donc qu'est-ce qui change pour la maternité lesbienne dans les années 70 ? Donc les années 70, vous le savez j'imagine, c'est une décennie qui prolonge les combats sociaux
et politiques qui sont entamées dans les années 60 notamment. Par exemple, aux États-Unis, on voit grandir des mouvements sociaux comme le mouvement des droits civiques ou le mouvement gay et lesbien. Et ces luttes se répandent jusqu'à la Grande-Bretagne, où on a mentionné le Gay Liberation Front tout à l'heure, dont la première conférence se tient en Grande-Bretagne en 1970, la même année que la première conférence du Women's Liberation Movement. Donc cette décennie 70, elle permet à beaucoup de lesbiennes de faire leur coming out et de décider de quitter parfois le cadre hétérosexuel auquel elles s'étaient senties obligées d'appartenir. Donc après s'être mariée avec un homme, après avoir eu des enfants avec un homme, certaines décident de demander le divorce et la garde des enfants. Donc on a une première maternité lesbienne qui apparaît à ce moment-là, qui s'enclenche avec de nombreuses procédures judiciaires. On a d'un côté les mères lesbiennes qui tentent de prouver qu'elles sont de bonnes mères, dignes d'avoir la garde de leurs enfants, et de l'autre côté, on a un système judiciaire qui soutient souvent les pères dans des argumentaires lesbophobes. Pour vous donner quelques exemples de compte-rendu de jugement, il est indiqué que les enfants ont besoin d'une présence masculine et qu'une éducation par une mère, et seulement par une mère, pourrait les traumatiser ou les rendre victimes de harcèlement. Le lesbianisme est également construit comme une déviance et pousse les mères à abuser sexuellement de leurs enfants, évidemment, comme vous le savez. Et par ailleurs, donner la garde à une mère lesbienne était perçu à ce moment-là comme un signe de faiblesse du système judiciaire parce que ça montrerait une forme d'acceptation du lesbianisme et bien sûr, ce serait la décadence sociale assurée pour tout le monde. Donc en 1975, on a eu de nombreux procès qui ont été en faveur des pères. On a la formation d'un groupe militant qui s'appelle Action for Lesbian Parents, qui combat les préjugés définissant les mères lesbiennes comme des mères appropriées, qui organise des symposiums et qui accompagne les mères dans leur bataille juridique. Donc l'ALP défend également le droit des lesbiennes à pratiquer l'insémination artificielle avec donneur de sperme. Donc ça, c'est l'idée de pouvoir procréer sans avoir de rapport sexuel directement avec un homme. Et ils sont notamment impliqués dans le scandale de 78, mais on pourra en parler tout à l'heure, mais là, on n'a pas trop de temps. Donc on a une montée en flèche en parallèle du conservatisme de Thatcher, des groupes militants pour les mères lesbiennes qui continuent de se former et dont certains parviennent même à faire financer des projets anti-discrimination par les gouvernements locaux. Donc c'est le cas d'un groupe qui s'appelle Rights of Women qui convainc le GLC, le Greater London Council, en 1983 de financer un projet de recherche sur les mères lesbiennes en procès justement. Donc ce projet ça s'appelle le Lesbian Custody Project et il répertorie donc, une trentaine d'entretiens avec des mères lesbiennes ayant pris part à un procès. Donc ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on apprend dans ces entretiens qu'en fait la plupart des mères avaient été conseillées par leur avocat de ne pas tenter d'obtenir la garde parce que de toute façon c'était peine perdue. Et quand on ne leur disait pas ça, on leur disait « Non mais madame, il faut juste accepter les termes proposés par votre mari parce que de toute façon, sinon il y aura plus de procédures et vous allez les perdre. » Donc on apprend également dans cette trentaine d'entretiens que le peu de lesbiennes ayant obtenu la garde de leurs enfants sont soumises à des conditions établies par la Cour qui sont que les enfants ne doivent jamais rencontrer la partenaire de la mère et que la mère n'a pas le droit de prendre part au militantisme féministe. Donc, à travers ces conditions, on constate une volonté du système juridique de contrôler le cadre familial en scindant notamment les relations mère-enfant et mère-partenaire. Et ici, le décloisonnement et la circulation des savoirs échappent au cadre médical, ne sont plus simplement dans le cadre médical et s'étendent au cadre judiciaire. Donc le self-help n'est plus simplement une question de santé physique et de rapport au corps. Il s'agit également pour les mères lesbiennes d'y trouver un soutien moral et une aide sociale pour mener leur combat juridique. Donc alors que les procès des mères lesbiennes font rage, une autre possibilité s'offre aux femmes lesbiennes souhaitant avoir des enfants. Et donc c'est l'insémination artificielle que j'ai mentionnée plusieurs fois. Donc cette pratique artisanale d'insémination artificielle avec donneur de sperme, ça c'est la traduction française et en anglais on parle de self-insemination, se développe à la fin des années 70. Un petit peu plus tard, dans les années 80 et 90,
la self-insemination se fait de deux manières. Soit les femmes prennent part à un self-insemination group, donc qui sont généralement organisés par des femmes ayant déjà eu recours à la pratique et dans lesquelles on retrouve plusieurs femmes prêtes à démarrer le processus. Donc on est dans ce cas sur une pratique tout à fait artisanale. C'est une forme de procréation lesbienne DIY, si vous voulez. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'aller dans une clinique spécialisée. C'est pas nécessairement une option qui est possible parce que suite à des modifications de loi au début des années 90 dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce qu'on ne va jamais s'en sortir, c'est une sorte de loophole dans lequel on peut interpréter la loi comme autorisant ces cliniques à permettre à des femmes de pratiquer l'insémination artificielle, ou alors on peut l'interpréter en se disant qu'elles n'ont pas le droit. Donc, grosso modo, vous avez une clinique sur deux qui va vous refuser la pratique. Donc, ce qui se passe dans le choix de la procréation, c'est que individuellement et collectivement, les lesbiennes choisissent leur option. Et alors, pourquoi collectivement ? Parce que le choix de la procréation, il n'est pas sans conséquences. Et comme le disent, donc je fais aussi de l'histoire orale, comme le disent les mères lesbiennes avec qui j'ai pu m'entretenir, cette décision de choix de procréation, elles ont besoin d'en débattre, elles ont besoin d'en parler, de peser le pour et le contre entre elles avec d'autres femmes qui sont dans la même situation qu'elles. Quelle est la meilleure option ? Si elles choisissent l'insémination artificielle en clinique, le donneur de sperme est automatiquement anonyme. Généralement, il a signé une décharge dans laquelle il déclare qu'il ne reconnaît pas l'enfant comme à sa charge. Donc ça, c'est un document qui va être très pratique si, par exemple, plus tard, la mère a besoin d'aide sociale. Parce que l'enfant n'a légalement pas de père. Donc ça veut dire que le gouvernement ne pourra pas contacter le père pour lui demander de fournir une pension alimentaire. Donc ça peut être une bonne option. Si elles choisissent l'insémination artisanale, le donneur peut être anonyme ou non, mais c'est à elle d'organiser et de mettre en place cette insémination sans l'aide du corps médical. Donc c'est un choix qui est de confier ou non sa grossesse à des membres du corps médical, en sachant que s'il y a volonté ou besoin de demander des aides de l'État, la situation concernant le donneur aura son importance. Donc si une femme, par exemple, si une femme lesbienne choisit d'avoir un enfant avec un donneur connu et qu'elle commence des démarches afin d'obtenir un soutien financier de l'État, elle est dans l'obligation de fournir l'identité du donneur, qui devra ensuite lui verser une pension alimentaire, au risque de se voir refuser les aides sociales du tout au tout. Donc avant même de devenir mère, les lesbiennes font de l'intime du politique. Donc on parle de décloisonnement des savoirs, de circulation des savoirs et des pratiques profanes. Alors la question est simple, comment ça marche tout ça ? Et comment on fait des bébés sans coucher avec un homme et sans parler à un médecin ? Donc pour vous parler de ce processus de procréation, je vais vous donner des exemples concrets de deux femmes avec qui je me suis entretenue dans le cadre de mes recherches de thèse. Donc on a dans un premier cas Lisa Saffron. Donc Lisa Saffron qui est l'autrice des ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle rejoint un groupe de femmes donc, qui sont des mères lesbiennes et leurs enfants et qui sont de sombres inconnus qui se sont trouvés grâce à une petite annonce dans une newsletter lesbienne. Donc à ce moment-là, on est en 1982. Donc elle prend part à ce groupe, elles organisent des sessions de discussion autour des problématiques liées à la maternité lesbienne, que ce soit avant, pendant ou après la conception. La circulation des savoirs se fait à ce moment-là à l'oral. Il n'y a pas encore de manuel explicatif parce que c'est Lisa qui va les écrire quelques années plus tard. Un peu plus tard, quand son premier ouvrage « Getting Pregnant Our Own Way » est publié, ce petit manuel devient un réel tremplin pour d'autres lesbiennes souhaitant accéder à la maternité. Mon deuxième exemple va être Alice. Donc Alice, avec sa compagne de l'époque, découvre le livre de Lisa Saffron et décide de rejoindre un groupe de soutien. Au sein de ce groupe, elles enclenchent les démarches pour trouver un donneur, elles aident d'autres femmes dans la même situation à faire de même. Mais comment ça se passe concrètement ? Concrètement, l'insémination artificielle, c'est un peu un travail d'équipe, si vous voulez. Je
je me dépêche. Donc les contacts avec les donneurs se font soit directement entre la future mère et le donneur, soit via une tierce personne. Donc généralement, ça va être une femme du groupe de soutien. Ça va dépendre de si le donneur reste anonyme ou pas. Ensuite, il faut traquer son cycle menstruel. Et donc interviennent ici encore les pratiques et les savoirs liés au mouvement de self-help pour la santé des femmes. Et quand l'ovulation arrive, on contacte le donneur, on envoie quelqu'un chercher le sperme, on le garde bien au chaud le temps du trajet. Et il s'agit ensuite simplement de mettre en pratique les savoirs qu'on a passé des mois à apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Une seringue, un spéculum, on insère, on lève les jambes, et voilà, on a un bébé in the making. Donc, au-delà de la circulation des savoirs et des pratiques qui permettent à de nombreuses lesbiennes d'accéder à la maternité, Lisa Saffron explique que ces groupes de soutien lui permettent de comprendre l'importance de la communauté. C'est-à-dire l'idée que ce processus dans lequel on est et cet élargissement des marges qu'on tente de faire, on ne le fait pas tout seul. Je pourrais vous parler dans la discussion, si on a le temps, de la démocratisation de la pratique de la self-insemination dans les années 90, parce que ça reste un sujet qui est très intéressant. C'est très différent des années 70 et 80, mais je vais conclure. Donc, penser la maternité lesbienne à la fin du XXe siècle en Grande-Bretagne, ce n'est pas penser l'intime ou le politique, c'est bien penser l'intime et le politique. Et comprendre en quoi la démocratisation des savoirs médicaux, la circulation des savoirs profanes permet à des générations de femmes lesbiennes de penser et repenser la maternité et l'idée de faire famille. C'est au cœur du mouvement féministe, au sein des lieux militants, que se forment et se créent ces nouveaux modèles familiaux. Si le moment de la conception peut rester tout à fait intime, tout le processus qui précède est discuté, débattu et conçu en groupe. Il s'agit bien pour les lesbiennes de saisir les savoirs en mouvement et de les manier à leur avantage, en essayer d'en extraire le maximum de connaissances et de mettre en place ces nouveaux modèles familiaux.